c'est l'heure de vérité, effectivement, la demande du président Zelensky. En ce qui concerne les systèmes patriotes, nous comprenons qu'il existe un déficit important et que cela pose un problème majeur. Je considère ces systèmes comme faisant partie des garanties de sécurité de notre pays. Et par exemple, les États-Unis qui pourraient en réalité, en tant que détenteurs de la licence, propriétaires de cette marque et entreprises concernées, garantir les systèmes patriotes à l'Ukraine. Et l'Ukraine est prête à acheter au moins 10 systèmes. Attardons-nous bien sur l'aspect y compris technique. Acheter 15 milliards. 15 milliards. Expliquez bien, général. Là, c'est vraiment le test ultime. C'est-à-dire ce que va dire ou non définitivement Trump. Ça fait dépendre vraiment la question de la sûreté de l'Ukraine. Oui, bien sûr. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est une arme. On parle toujours d'armes d'offensive, défensive. On dit, on ne sait pas ce que c'est. Mais là, c'est vraiment une arme défensive. C'est-à-dire qu'il s'agit de descendre les missiles, les drones qui sont en train de taper les villes ukrainiennes. Donc, il ne s'agit absolument pas, avec un missile patriote, par exemple, d'aller dans la profondeur sur le territoire russe et de faire des dégâts et de continuer la guerre. Il s'agit simplement de protection. C'est l'équivalent du dôme de fer israélien qu'on comprend très bien. Empêcher que les missiles tombent. Et effectivement, si les États-Unis refusent ça, là, véritablement, c'est vraiment très problématique. C'est la preuve que les États-Unis lâchent définitivement l'Ukraine. Xavier, vraiment expliquez-nous. Il y a un certain nombre de villes qui, sans les patriotes, sont en très grand danger. Alors, il y a un type de missile en particulier qui ne peut être arrêté que par le Patriot pour l'instant, c'est les missiles balistiques qui montent très très haut, jusqu'à plus de 100 km d'altitude. Il faut des radars qui sont tournés vers le haut. Parce que les missiles de croisière, les hélicoptères, les avions de chasse, ça c'est plutôt vers le bas. Même les missiles Kinzhal hypersoniques, on peut les intercepter. Le système français, Mamba Santé, c'est les intercepter. Mais pour les missiles balistiques que les Russes ont développés en plus grande quantité et qui sont maintenant capables de taper jusque sur Kiev, il faut avoir ces systèmes. Or, la version qui peut intercepter ces missiles balistiques qui viennent de très haut, l'Ukraine n'en dispose que de 3. C'est-à-dire qu'il n'y a que 3 villes qui peuvent être protégées. Or, la Russie, du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tire sur les autres villes, avec aucun système capable de les intercepter. Ils tirent sur Soumy pendant la procession du dimanche des Rameaux, et ils font une trentaine de morts, et c'est pour éviter ça. Mais vraiment, c'est d'abord la réponse de Donald Trump, celle qu'il apportait à cette demande pressante des Ukrainiens. Monsieur le Président, avez-vous parlé au président Zelensky de son offre d'acheter plus de missiles de guerre ? Il cherche toujours à acheter des missiles, vous savez. Écoutez, quand vous commencez une guerre, vous devez savoir que vous pouvez la gagner, n'est-ce pas ? Vous ne commencez pas une guerre contre quelqu'un qui est 20 fois plus grand que vous, en espérant que les gens vous donneront des missiles. Voilà, vous avez entendu la réponse de Trump. En substance, c'est non. Et encore une fois, c'est oui ou non. Là, de fait, c'est pas suggéré. Ça a été relayé dans certains tabloïds et relayé à grands frais qu'il avait refusé. Ce n'est pas le cas. C'est pas ce qui ressort. Derrière, soyons lucides sur les montants. Évidemment, la Ukraine parle d'acheter ces systèmes de défense anti-aérienne. Il faut bien mettre en perspective les temps de fabrication. Ça s'achète pas sur l'étalage. Ça met plus de 18 mois. Donc c'est les systèmes existants. C'est pas les systèmes qui vont être les systèmes existants. Ça veut dire que les États-Unis s'en séparent. C'est quand même pas facile. C'est un peu délicat. Oui, mais ils ont une centaine. Ne parlez pas en même temps, franchement, ne parlez pas en même temps, ça ne sert vraiment à rien. Oui, je dis, les Américains n'en ont pas tant que ça. Ils ne vont pas se séparer de leur arme anti-aérienne. Et pourquoi pas Alors, moi, là, pour le coup, si j'étais militaire, moi, je ne m'en séparerais pas. Ils ont des dizaines de bases partout dans le monde. Ils doivent protéger leurs bases au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, partout. Ils ont besoin de systèmes comme tout le monde, comme nous. Et les systèmes ne sont pas disponibles sur étagère. Ça coûte très cher, ça demande du temps à faire. Et je crois qu'ils en ont en tout 75 systèmes. L'Espagne en a 3. Ça lui sert à quoi? Mais je veux dire, c'est une armée de qui l'Espagne actuellement, avec ses 3 patriotes? On peut comprendre qu'on puisse vendre les systèmes, mais dire je prends sur le stock, moi je trouve que c'est plus douteux. Alors là, les Européens peuvent-ils suppléer? Parce qu'en fait c'est ça la question. On voit les Européens très actifs, très allants, courageux, mais peuvent-ils oui ou non suppléer? Alors il y a un système français, donc on a parlé tout à l'heure du SAMT français, qui est pour l'instant dédié uniquement à intercepter des systèmes plutôt horizontaux, même quand ils vont très très vite. Il y a la nouvelle version du missile Aster 30 qui s'appelle le B1NT, qui a réussi son test d'interception de ces fameux missiles balistiques. Donc j'ai envie de dire, on appuie sur le bouton, on produit ça en masse très rapidement, et comme ça on remplace les États-Unis s'ils ne veulent pas vendre. Nous, on sait produire, on a validé la technologie, et on peut leur fournir rapidement, mais on est encore sur des délais de 1 an,
un an et demi. C'est celui qui est capable d'avoir 1000 cibles à la fois, non? C'était ça? Alors ça, c'est le radar qui est capable de suivre 1000 cibles en même temps, effectivement. En même temps. L'intérêt du radar de Thales, effectivement, c'est qu'il est capable de suivre ce qu'il y a en bas et en haut en même temps. Tandis que le radar américain Patriot, il faut soit choisir le bas, soit choisir le haut. Il ne peut pas suivre, voir arriver les missiles balistiques et les missiles en bas. C'est-à-dire qu'un radar français remplace 2 radars américains. Donc ça, c'est un gros avantage. Et ensuite, effectivement, donc, le missile... c'est plus performant. C'est plus performant, mais on a seulement maintenant validé le missile qui permet d'interception. Il faudra au moins 18 mois pour commencer à le livrer. Mais c'est juste pour quand même rebondir sur ce que Trump vient de dire. Je suis pas du tout, je le vois pas comme vous. Je vois que Trump, il est en train de dire non, et il est en train de dire que c'est l'Ukraine qui a commencé la guerre, ou bien l'Ukraine avec les États-Unis qui ont commencé la guerre. C'est une suggestion qu'il est en train de faire, qui va toujours dans le sens de la propagande russe, malheureusement, et que, en gros, il va trouver tous les arguments pour laisser l'Ukraine de côté. Par exemple, qu'il fallait quand même y réfléchir mieux, comme si c'était l'Ukraine qui attaquait la Russie. Alors malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à ce que Trump il était en train de nous suggérer au début de son mandat. Et d'ailleurs, ça n'a pas bougé quoi que ce soit de position russe. C'est-à-dire, si on aurait vu que ce positionnement du Trump, il avait changé quelque chose du côté russe, on serait dit, peut-être ça marche, cette stratégie pour moi et pour les Ukrainiens, on ne voit pas comment ça marche. Ce qui est frappant, c'est ce rapprochement entre l'argument, comme vous le dites, Trump et des Russes. Les deux considèrent que l'Europe, en quelque sorte, a quelque chose de va-t-en-guerre. C'est ce ton qu'on entend à la fois à Washington et à Moscou, et encore plus ce soir. Écoutez Peskov. Les États-Unis continuent de travailler à cet égard avec les Européens et les Ukrainiens. Mais à l'avenir, bien entendu, nous attendons des Européens et des Ukrainiens qu'ils montrent leur détermination à trouver un règlement pacifique. Malheureusement, nous voyons des Européens déterminés à poursuivre la guerre. Voilà, c'est un argument qui va... C'est un agresseur qui parle d'arguments pacifiques. Non mais attendez. Il faut qu'on trouve un moyen d'arrêter la guerre. Très bien, que les Russes arrêtent d'attaquer. Si demain ils arrêtent leurs assauts, leurs bombardements, on est en paix demain. Et croire que c'est nous, parce qu'on soutient peut-être trop les Ukrainiens, ou pas assez d'ailleurs, peut-être qu'ils souhaitent qu'on soutienne plus les Ukrainiens, comme ça ils imposeront le cessez-le-feu aux Russes qui seront en train de souffrir. Ce langage et la répétition de ce langage et le fait que ça passe dans le langage commun et que des gens comme Luc Ferry, pour pas le citer, racontent n'importe quoi et qui prennent ce langage et cette propagande russe, c'est insupportable. Et le fait qu'il y ait des gens qui croient que réellement c'est l'Ukraine et l'Europe qui aujourd'hui refusent la guerre, refusent la paix, et qu'on ait que nous on souhaite la guerre, c'est tellement invraisemblable. C'est le renversement de la charge de la preuve, et il faut réellement que l'opinion publique comprenne à quel point ce discours mensonger, il faut le dénoncer, il ne faut pas juste le commenter, il faut le dénoncer systématiquement. Regardez, écoutez, lisez plutôt Medvedev, qui est dans une fureur noire. Beaucoup de dirigeants russes sont en train de réagir ce soir, et visiblement, en tout cas, comme vous le dites, la France ne laisse pas indifférente. C'est toujours c'est une bonne nouvelle. Voilà. Alors lisons ce qui est une bonne nouvelle à vos yeux. Medvedev, apparemment le sommet de la clique fasciste ukrainienne est venu à Paris pour discuter avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France du nombre de cercueils européens qu'ils seront prêts à accepter après le déploiement des troupes de la, entre guillemets, coalition des volontaires en Ukraine. Il y a vous avez vu une fixette. Il a pas mentionné les États-Unis. Et donc la clique ukrainienne est venue discuter avec les Européens. Mais il y avait les Américains à cette table, la même table. Ils étaient là. Et pourtant, Medvedev ne les a pas mentionnés. Ce qui les énerve le plus, évidemment, c'est que les Américains soient là. Que les 3 Américains aient été autour de la table en plus, ça, pour eux, c'est l'élément irritant. Oui, c'est l'élément irritant parce qu'ils croyaient avoir le monopole de la discussion à deux, et ils commençaient à pouvoir circonvenir Trump comme ils voulaient. Le narratif était le bon, etc. Et puis finalement, Rubio est un type sérieux, je crois. Rubio... il a bien compris que l'affaire n'était pas aussi simple qu'on voulait la vendre au peuple américain et au monde entier. Et donc, maintenant, il est obligé de concerter ses alliés parce que la force de réassurance, elle n'arrivera qu'avec l'aide de la France et du Royaume-Uni. Et si on veut une solution, et si on veut des garanties de sécurité pour l'Ukraine, ça passera forcément par nous, puisque les Américains ont déjà dit qu'ils ne mettront jamais de troupes sur le sol. Il y a une fixette sur la France. Il est en train de se passer entre la Russie et la France une escalade de fait, c'est-à-dire il y a eu des moments d'entente, rappelez-vous, De Gaulle par exemple, à 66, il va envoyer en Union soviétique, il fait un voyage de 11 jours. Beaucoup à Paris disaient, le vieux est devenu fou. 11 jours en Union soviétique, c'était une idylle. Aujourd'hui, on est à l'autre extrême, Paris-Moscou, c'est la haine. C'est une puissance qui compte et qui fait partie des gens qui comptent dans le règlement de ce conflit. Et effectivement,